C'est un problème fondamental que j'ai du reste, je crois, évoqué dans mon intervention, c'est celui de la proactivité, de la prévention. Je crois qu'aujourd'hui, incontestablement, je veux dire, cela fait suite à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit en avant de la menace. Je veux dire, ce qui est important pour un État, c'est d'avoir la capacité de prévoir, d'anticiper, donc d'analyser et donc d'avoir les moyens, les ressources militaires, de renseignement, judiciaire, dans tous les domaines, pour pouvoir être en amont de la menace et prévenir la menace. C'est bien d'arrêter ceux qui ont commis des attentats, c'est encore mieux de prévenir les attentats. Et je crois que c'est cette proactivité que nous avons cherché à promouvoir avec un certain succès, puisque, comme je dis, depuis 1996, on n'a pas eu d'attentat sur notre sol. Alors il y a un autre élément qui est beaucoup plus important et sur lequel personne n'a fait beaucoup de progrès, et quand je dis personne, en particulier la France, c'est le problème de la radicalisation. C'est ce phénomène très complexe qui est celui du passage à la violence. C'est-à-dire pourquoi des jeunes, par exemple, se convertissent. On a des conversions extrêmement rapides, comme on a pu voir, de chrétiens qui se convertissent. Donc, c'est pas la conversion à l'islam, c'est le passage à la radicalité, c'est à la violence, au djihadisme. Et pourquoi aussi des individus qui n'étaient pas dans les bases de données, qui peuvent être des fondamentalistes, c'est leur droit. C'est un droit à tout le monde, mais passe tout d'un coup au djihadisme, à la violence et légitime des attentats suicides, par exemple. Donc il y a un problème qui est extrêmement compliqué et on a pu se rendre compte, par exemple, que tous les modèles d'intégration, parce qu'il y en avait deux grands en Europe, il y a le modèle britannique et le modèle français, disons l'intégration à la française et le communautarisme britannique, ben ça marche pas. Ça marche pas parce que nous, on a bien montré, on a bien marché, on a bien vu qu'avec les violences urbaines qui sont en dehors du champ terroriste, on a bien vu que les problèmes d'intégration ne fonctionnait pas, fonctionne mal, et les Britanniques ont compris qu'avec les home ground, il y avait un vrai souci, puisque des gens qui étaient complètement intégrés et pour lesquels on respectait leurs valeurs étaient directement engagés dans des opérations terroristes. Donc il y a un vrai phénomène qui est très complexe, et sur lequel on travaille, mais il n'y a pas de règle. Il y a une chose certaine, qui est un facteur de radicalisation important, partout, en tout cas en Europe, c'est le problème des prisons. Les prisons, ce sont des véritables machines à recruter. Nous avons, on l'a vu nous récemment, des réseaux entiers qui se sont constitués dans les prisons où, dans ce vase clos, il y a eu des phénomènes de radicalisation extrêmement efficaces. Donc là aussi, il y a une réflexion profonde à faire sur le problème de la détention. Et là aussi, c'est un problème politique important parce que ça demande des moyens et que, en tout état de cause, si on veut régler le système, il faut augmenter le nombre des bâtiments et vous le savez, à la fois pour des raisons politiques et des raisons budgétaires, en tout cas, ça ne se fait pas dans l'heure et qu'on est obligé de gérer donc le stock existant, mais incontestablement, le problème de la détention est un vrai problème, en tout cas, je parle au niveau européen, au niveau français, en tout cas, en matière de radicalisation et de recrutement. Alors, là-dessus, je crois qu'il y a énormément de chercheurs aux États-Unis, partout, sur ce phénomène, parce qu'on a pris conscience de l'importance de cela, et la prise de conscience et des mesures qui pourraient être prises éventuellement pour prévenir la radicalisation, incontestablement, iront dans la prévention du risque. Parce qu'aujourd'hui, on anticipe nous, mais on anticipe en aval de la radicalisation. Il serait encore mieux de le faire en amont, c'est-à-dire de prendre des mesures pour éviter le recrutement. Là aussi, il y a un autre facteur, qui est un facteur important qui nous échappe complètement, et qui est un élément fondamental, c'est Internet. Internet, aujourd'hui, est probablement un des canaux les plus importants pour le recrutement, et sur lequel, bien évidemment, du fait de la structure même d'Internet, on n'a pas beaucoup de prise. Muchas gracias, juez Bruguier. Tengo una última pregunta del secretario general. Desafortunadamente por el tiempo no podemos aceptar más preguntas. El secretario general plantea que Afganistán ha sido reconocido como uno de los países que genera mayor actividad terrorista. Ahí está probablemente Osama Bin Laden, allí fueron detenidas una parte importante de los detenidos de Guantánamo. Al mismo tiempo, Afganistán es uno de los mayores productores de droga del mundo. También en Colombia es conocido el vínculo entre los grupos antisistema y los carteles de droga. ¿Podría usted comentar algo más sobre los vínculos entre narcotráfico, crimen organizado y terrorismo? ¿Cuánto hay aquí de ideología y cuánto de interés económico criminal? C'est effectivement un sujet de préoccupation actuel, important,
et qui ne simplifie pas l'évaluation et la détermination des procédures de riposte. Aujourd'hui, avant, on avait des affaires différentes, on avait le crime organisé, les problèmes de drogue et le terrorisme. Aujourd'hui, non pas que tout soit mêlé, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus procéder par généralisation, mais incontestablement les passerelles existent. Les passerelles existent et comme je dis, avec des agendas différents. C'est-à-dire que les buts poursuivis par la criminalité organisée perdurent, à savoir, c'est quelque chose, c'est la recherche donc d'argent, de financement et de biens matériels. Il n'y a pas de projet idéologique. Encore que la criminalité organisée à une grande échelle, incontestablement, a des incidences sur la stabilité des institutions d'un État. Bon, on le voit bien en Afghanistan, donc les choses, mais ça se fait de façon indirecte, ce n'est pas le but poursuivi. Pour les organisations terroristes, incontestablement, la recherche de ressources et de financement est cruciale. Et les pressions faites aujourd'hui par les structures internationales et les réseaux, avec l'ensemble donc des mesures prises depuis 2001, font que le système de contrôle est très important et que ce système de contrôle va multiplier donc ce qu'on appelait les microfinancements, donc les financements criminels, c'est-à-dire qui échappent au circuit financier. Qu'il s'agisse de la criminalité toute simple avec les trafics de faux papiers, etc., ou de cartes de crédit, ou la contrefaçon, ou alors les trafics de stupéfiants qui bien évidemment génèrent des sommes considérables et qui peuvent aussi apporter des financements par des échanges uniquement en cash. Pas besoin des échanges qui se font par des cercles financiers. Donc il y a une très grande complexité. Alors aujourd'hui, c'est incontestablement, je pense, la grande difficulté de demain. Comme je l'ai dit, c'est des phénomènes que l'on voit partout, que l'on voit en Afghanistan, on voit dans la Corne de l'Afrique. Je crois que la Corne de l'Afrique me paraît être la chose la plus importante avec la piraterie. La piraterie qui génère beaucoup d'argent et qui incontestablement peut créer une connexion avec des groupes islamiques qui sont en train de prendre le contrôle de la Somalie et les incidences que ça a sur le Yémen. Et qui dit le Yémen dit l'Arabie Saoudite. Donc on est dans une possibilité de déstabilisation accrue donc d'une zone extrêmement sensible. Je crois que c'est important. Et incontestablement en Amérique latine, comme je l'ai dit, Al-Qaïda n'existe pas encore, j'espère qu'elle n'existera jamais. Pour être clair, mais on a une criminalité organisée très importante, des trafics de stupéfiants, une violence accrue, des organisations terroristes qui existent, mais qui sont en dehors de l'agenda d'Al-Qaïda, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas exclure qu'il y ait des interactions futures, qu'il y ait des passerelles qui se font. On ne voit pas les prémices, mais en tout cas, la modélisation potentielle du phénomène existe et ne peut pas être exclue. Donc il faut être extrêmement prudent, donc pour voir les signes à très basse intensité, c'est ça le problème, et pouvoir être en mesure, donc à un moment donné, je veux dire, de réagir. Incontestablement, de mon point de vue, la situation en Iran, je reviens, et aussi dans la zone, et notamment au Moyen-Orient, peut avoir des incidences à terme sur le reste donc, des continents, et notamment le continent américain. On a eu des exemples dans le passé, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas, et je dirais d'autant plus qu'autrefois, si vous voulez, 92, 94, les choses étaient beaucoup plus sectorisées, et qu'à l'époque, c'était la volonté d'une organisation de pouvoir démontrer qu'elle avait une capacité militaire mondiale et qu'elle pouvait frapper là où on ne l'attendait pas, parce que qui s'attendait effectivement à cette époque-là qu'il puisse y avoir deux attentats importants donc en Argentine, des zones qui n'étaient pas touchées comme il y en a eu à la même époque, pratiquement quelques jours après, une autre opération qui a été faite en Thaïlande, qui a échoué. Donc on a montré, l'organisation voulait montrer qu'il était capable de frapper à l'est comme à l'ouest avec la même capacité. Aujourd'hui, Al-Qaïda peut avoir cette volonté, mais ça peut se faire mécaniquement par des problèmes de récupération et de manipulation à plusieurs étages. Et même à un stade tel où, je veux dire, le commanditeur, le premier commanditaire ne contrôle plus, si vous voulez, donc l'ensemble de la chaîne qui risque de lui échapper. Donc on joue au feu, aux apprentis sorciers. Et donc le risque, c'est précisément d'une espèce de conséquences qui peuvent se faire inattendues, de phénomènes qui vont s'induire les uns par rapport aux autres. Mais nous savons aujourd'hui, je veux dire, que tous les ingrédients sont sur la table et que la recette peut prendre. Voilà ce que je dirais simplement. Bueno, juez Bruguier, no me queda más que agradecerle por habernos acompañado y contribuido en esta 36ª Cátedra de las Américas al debate hemisférico sobre la lucha contra el terrorismo y la promoción de los valores democráticos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
Y también muchísimas gracias a todos ustedes aquí en el Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos y a aquellos que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro hemisferio. También quisiera agradecer a aquellos que transmiten la cátedra por satélite a través de Voz de las Américas, la Red Internacional Hispana de Televisión, HITN, en los Estados Unidos, EduSat en México, Venevisión Continental y varias cadenas de radio y televisión que llevan la señal a los diversos Estados miembros de la OEA. Quisiera también, por supuesto, agradecer a nuestro socio fundamental, la Universidad San Martín de Porres de Lima, así como a otros que nos apoyan, como son el Gobierno de España, la República Popular de China y Marruecos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente, juez Bruguière.